Mauvaise nouvelle, et c'est important. Commençons, si vous voulez bien, cette émission en nous intéressant à l'affaire Daval. Vous savez que Jonathan a avoué le meurtre de sa femme Alexia, cette joggeuse qui avait ému la France entière quand on avait appris sa disparition dans des circonstances terribles. Il y a eu de très nombreux commentaires sur cette affaire, à la fois des médias, des avocats, des ministres. Et hier soir, la procureure de la République de Besançon a tapé du poing sur la table. Regardez. Que la loi le permet, c'est moi, procureur de la République, qui la prend pour porter la voix de la raison au milieu de cette folie médiatique, qui oublie que derrière cette histoire qu'on déroule de manière aussi indécente se joue le destin d'un homme qui doit bénéficier de la présomption d'innocence, bafoué chaque jour depuis son interpellation, de rappeler qu'il a le droit de modifier ses déclarations, de les préciser, de les ajuster, et ce, tout au long et jusqu'à l'issue de l'information judiciaire. Alors, on ne peut pas rappeler tous les épisodes de cette affaire. On peut simplement se souvenir que l'avocat de Jonathan Daval est intervenu dans un grand nombre de médias pour dire que, certes, son client était un meurtrier, mais que les relations avec sa femme étaient difficiles, qu'il était dominé. On a vu la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, parler de défense scandaleuse en parlant du même Jonathan Daval. Qu'est-ce qui s'est passé, Nathan? Pourquoi est-ce que cette affaire, qui aurait dû rester un fait divers, est devenue d'un seul coup presque une affaire d'État, parce qu'on en est au troisième ministre prenant position là-dessus? Il faut revenir au début, il faut revenir à l'émotion pour comprendre le fait politique, c'est-à-dire l'intervention des hommes et des femmes politiques. Je parle de Marlène Schiappa dans un dossier judiciaire. Il faut qu'on revienne au début, c'est-à-dire l'émotion créée par le meurtre de la victime, Alexia, où on a l'impression que c'est un crime qui vise les femmes, les joggeuses, etc. Il y a des marches blanches, il y a des manifestations, il y a des appels à la solidarité, on les voit à l'écran, en train de les passer. Donc ça crée un fait politique. À partir de ce moment-là, c'est pas les politiques qui sont en premier lieu intervenants, mais l'opinion publique interpelle le pouvoir politique. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour défendre les femmes? C'était ça le but de ces manifestations, c'est à la fois déplorer évidemment, compatir avec la famille de la victime, mais c'était aussi réclamer quelque chose qui est la protection. Et du coup, au moment où il y a un coup de théâtre dans l'affaire, il y a un déchaînement politique, à mon avis, et là pour le coup la procureure a tout à fait raison de rappeler à la raison, qui est effectivement négatif. Mais là, c'était aux hommes politiques de dire attention, il s'est passé quelque chose sur lequel, moi, ministre, et quel que soit le titre de ministre, je n'ai pas à intervenir. Qui est le plus responsable, Bertie Bayard, à votre avis, là-dedans? C'est plutôt les journalistes ou plutôt Marlène Schiappa, puis d'autres ministres qui ont dit mais non, elle ne s'est pas mêlée de l'affaire, alors que de toute évidence c'était le cas? J'ai le sentiment qu'il y a vraiment deux sujets différents dans cette polémique. On a d'une part la polémique qui est née de l'intervention de Marlène Schiappa, donc sa déclaration au sujet des femmes, et qui, là, on avait vraiment un sujet qui était la prise de position d'un membre du gouvernement sur une affaire judiciaire en cours, et qui pouvait donner l'impression d'une influence, d'une confusion des pouvoirs. Et effectivement, il y avait cette intervention qui n'aurait pas dû avoir lieu, quelles que soient les convictions de Marlène Schiappa, qu'elle ne peut plus exprimer comme elle les a toujours exprimées quand elle était ministre. Et puis on a un deuxième sujet qui est le secret de l'instruction et l'ensemble des informations qui ont pu être données quasiment en temps réel par les médias. D'abord par l'avocat, effectivement, pendant la garde à vue de son client, et ensuite par les médias qui ont eu ce traitement qu'on peut juger excessif des 24 ou dernières 48 heures de l'affaire. Ça, c'est un petit peu moins nouveau. Je comprends la réaction de la procureure. D'ailleurs, je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de dignité. Et c'est une personnalité qu'on ne connaissait pas jusqu'ici et qui est assez marquante pour les quelques paroles qu'on peut lui voir donner à la télévision. Mais voilà, après, il y a effectivement ce problème du secret d'instruction et des violations qui font qu'on crée une vérité médiatique sur la base d'une affaire judiciaire qui est vraiment encore à ses tout débuts. Et c'est vrai que c'est assez gênant. Maintenant, ce n'est pas la première fois. On se souvient qu'il y avait eu aussi, je crois que c'est dans l'affaire Maëlys, où il y avait eu un sujet aussi qui pouvait être beaucoup plus dramatique potentiellement de révélation de pièces qui étaient dans l'enquête. Là, on a le sentiment qu'il y a alors, ça n'aurait pas été le cas pour Maëlys finalement, mais là, on a le sentiment qu'il n'y a pas de question de vie ou de mort derrière ces révélations. Donc ça
ouvre peut-être davantage les vannes des médias sur cette enquête. On salue tous les internautes qui nous ont rejoints. Vous savez que sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez donner votre avis et donner votre point de vue. C'est ce que fait France-Marie qui nous dit « Pour toutes les affaires de justice, Maëlys, Daval ou Fillon, la presse dépasse les bornes ». Tandis que le droitiste, qu'on salue car c'est un fidèle de l'émission, sur le Figaro.fr nous dit « Les médias en font trop car le public raffole de ce genre d'affaires ». Guillaume Bigot, est-ce que vous partagez cette sévérité à l'égard des médias? Oui, mais et donc de nous, journalistes? Oui, et pourtant, il faut la nuancer parce que parmi tous les acteurs politiques, les acteurs judiciaires et les médias, peut-être que la responsabilité principale n'incombe pas dans les médias. En fait, vous savez, c'est un peu le phénomène de la théorie des jeux. À partir du moment où la responsabilité est diffuse parce que les règles sont pas claires. Et en ce sens, l'intervention de Madame le procureur était plutôt très bienvenue. Elle a sifflé la fin de la récré, elle a remis en place le cadre. Alors, d'une certaine façon, peut-être elle-même tombe-t-elle dans ce qu'elle dénonce. C'est-à-dire que je rappelle que le fait de violer la présomption d'innocence, c'est passible de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende, y compris pour les journalistes qui sont coupables dans ce cas de recel d'informations pris couverts par le secret de l'instruction, et c'est également vrai pour les avocats. Et donc, en fait, on peut se demander pourquoi la justice, simplement, ne va pas jusque-là, c'est-à-dire pour réellement siffler la fin de la récréation. Les acteurs eux-mêmes, qu'il s'agisse des journalistes, qu'il s'agisse des avocats, des ministres, finalement, ils sont pris dans un jeu de buzz, et dans un jeu à la fois, il s'agit de... Pour Mme Schiappa, c'est certain, c'est tout à fait regrettable. Elle est arrivée comme un peu le petit soldat de la théorie du genre. L'avocat, on se demande si c'est un avocat finalement ou si c'est pas un acteur de télé-réalité, parce que au lieu de défendre son client, il se regardait défendre son client et puis nous a demandé de le regarder défendre son client. Tout ça a été... il y a eu deux sorties de route, mais le système s'est emballé de lui-même, d'une certaine façon. Donc ça ne sert à rien de pointer, à mon sens, la responsabilité de telle ou telle catégorie, de tel ou tel individu. C'est la loi qu'il s'agirait d'appliquer. 15 000 € d'amende, 1 an de prison. Véronique Reissoult, cette affaire, on imagine, doit susciter beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'elle est à la fois dramatique et extrêmement spectaculaire. Oui, par contre, les internautes, ils ne pointent pas forcément les médias. D'abord, rappelez-vous que l'affaire Grégory, c'était aussi une affaire avec un emballement médiatique qui a eu des conséquences dramatique, beaucoup plus dramatique qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est pas nouveau. C'est plus un sujet de l'autorégulation. La seule personne qui est vraiment pointée par les internautes, c'est Mme Schiappa, où là, pour le coup, ils ne comprennent pas en disant de quoi je me mêle. Enfin, qui disait, je le rappelle, que la défense de Jonathan Daval était scandaleuse. Même si, derrière, il y a beaucoup d'internautes qui ont repris les propos en soi, en disant oui, c'est un sujet dissocié d'ailleurs de l'affaire, en disant, ben voilà, il ne faudrait pas que les victimes, parce qu'elles sont des femmes, deviennent à leur tour des bourreaux. Enfin, après, c'est un autre débat, mais en tout cas, la seule personne où il y a un début de responsabilité pointée, c'est Marlène Schiappa, avec 90% des messages sur elle qui sont négatifs autour de cette affaire, donc c'est quand même un challenge. Donc elle n'avait rien à gagner à faire ça. Donc là, c'est vraiment pointé. Après, évidemment, il y a des tas de débats autour de est-ce que les médias en font trop, pas assez. Voilà. Après, c'est une réalité d'une responsabilité. J'ai quand même dit un truc. J'ai quand même des fois mes collègues, on ne pense pas que mes collègues qui ont couvert cette affaire ont joué, parce que j'ai entendu le mot jeu. Faire un petit peu attention aux mots quelquefois qu'on emploie. C'est la théorie des jeux, c'est pas... Oui. On peut jouer, bien sûr que non. Il n'y avait pas de jeu dans cette histoire-là. Il y a eu, je pense, moi je n'ai pas tout regardé dans le détail, mais je pense que mes collègues, ils ont dit qu'il y a eu des aveux, et que les aveux c'est un fait, c'est pas une culpabilité. Il y a un seul acteur de cette histoire-là qui a dit, avant la procureure de la République, attention, les aveux, ça ne vaut pas culpabilité, c'est l'avocat qui défend, qui représente les parents d'Alexia. Pourquoi ? Parce que il a été avant l'avocat de Patrick Dils. Et c'est le seul qui a dit, attention, des aveux, ça ne veut pas toujours dire la culpabilité, il le sait bien, puisque Patrick Dils a passé 18 ans en prison avant d'être reconnu innocent, parce qu'il avait reconnu, à la suite d'une garde à vue un peu musclée, il avait reconnu avoir tué 2 enfants. Alors, ce n'est pas la seule affaire, l'affaire Daval, dans laquelle des ministres sont accusés d'intervenir en cours d'un processus de justice. Je voudrais vous faire écouter cet extrait du grand jury, c'était dimanche dernier, le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a été l'invitée, et un journaliste, en l'occurrence votre serviteur, l'interrogeait sur les prises de position de Jawad Ben Daoud, celui qu'on appelle le logeur de Daesh, vous savez, qui avait abrité, logé les auteurs de l'attentat du Bataclan. Et voilà ce qu'elle répondait.
son attitude, qui est inqualifiable lors du procès, n'a aucune conséquence sur la sanction qui lui est appliquée. Il est jugé pour ce procès-là comme il l'a été jugé pour l'autre et les sanctions s'appliquent. Alors, une attitude inqualifiable, alors qu'un procès est en cours, on imagine la pression sur les magistrats. Là, franchement, ça va trop loin, non ? Si on interprète mot pour mot ce que dit la garde des Sceaux, ce qu'elle dit, c'est que l'attitude inqualifiable de l'accusé ne lui vaudra pas d'avoir une justice différente qui sera jugée qu'au fond, finalement, quand on écoute bien ce qu'elle dit. Simplement, elle a aussi manqué de prudence. Elle est garde des Sceaux. Alors, c'est encore pire que pour Mme Machin, c'est plus grave. Elle est garde des Sceaux, elle n'est pas là elle devrait vous dire, je ne commenterai pas un procès en cours. Voilà, c'est le minimum qu'on peut demander du garde des Sceaux, de la garde des Sceaux. L'expression attitude inqualifiable n'emporte aucune conclusion quant à la culpabilité ou non. Oui, d'autant qu'elle dit même qu'il est... Oui, oui, non, mais c'est un commentaire qui est malvenu, mais qui n'est pas... En fait, on peut presque dire que inqualifiable, ça n'est pas un jugement de valeur puisqu'on ne qualifie pas. Mais le pouce au crime, c'est vous, là, en l'occurrence. Vous l'avez questionné, vous vouliez avoir quelque chose. Voilà. Non, mais c'est vrai, on peut... Vous aimeriez vous interroger sur votre attitude. Elle était peut-être inqualifiable. Je laisse nos téléspectateurs en juger. En fait, au fond, il y a quand même un arrière-fond politique très fort, puisqu'il s'agit d'attentats, il s'agit de l'ordre public. Et donc, là, d'une certaine façon, ce tout petit écart est beaucoup plus compréhensible. Indéniablement. Dans le cas de Daval, on est vraiment dans le fait divers. Et ce n'est pas quelque chose qui intéresse l'intérêt général et qui intéresse l'ordre public et la paix civile en France. Alors, moi, j'ai une théorie, plutôt une... Je suis désolé, il y a un fond politique profond à ce fait divers-là. C'est le fait qu'il y a... tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, ou de son mari, ou de son compagnon. Et c'est ça le fond. Je veux dire, on est dans une période où le simple hashtag balance ton porc. C'est reparti. Non, d'accord, c'est reparti. Mais il y a une atmosphère dans l'opinion publique, et donc c'est un fait politique qui fait qu'il y a une intolérance d'une grande partie de l'opinion publique à un certain nombre de pratiques qui, jusqu'à présent, par exemple, il y a encore très longtemps, on appelait ça un crime passionnel, quand il y avait un mari qui tuait sa femme. Heureusement, ça a été retiré, la loi a été modifiée. C'était reconnu, c'était dans le code criminel, c'était reconnu comme une circonstance atténuante de tuer sa femme. Mais bon, parce que c'était passionnel. Donc c'est quelque chose qui était maintenant terminé, mais d'une certaine manière, voilà, il y a un fait politique qui est l'opinion publique qui ne supporte... Enfin bon, je vais peut-être parler, vous me direz si j'ai tort, mais je pense qu'il y a une partie de l'opinion publique pour qui c'est devenu insupportable. Et là, Marlène Schiappa a voulu jouer sur à mon avis à tort, mais elle a voulu jouer là-dessus, parce qu'elle connaissait bien. Donc il y a un fond politique. Le fond de ses propos était plutôt relayé. C'est le fait que ce soit elle, ministre, qui n'allait pas. Et puis après, c'était il y a une énorme émotion autour de cette affaire. C'est un fait divers. C'est pas vraiment un sujet politique quand on regarde les 3 quarts des commentaires. Parce qu'en gros, ce qui sort beaucoup, c'est que les gens ils se sentent trahis. Parce qu'ils ont pleuré avec cet homme, ils ont fait des marches blanches. Exactement. Et ils se disent, non, alors en fait, on a été dupes et voilà. Il va y avoir un deuxième temps où on reviendra sur ces sujets-là. C'est plus l'intervention de Mme Schiappa était tout de même particulièrement idéologique, marquée de manière idéologique. On parlait de féminicide et pas d'homicide. Est-ce que réellement... ça va faire reculer les violences et les meurtres conjugaux de qualifier les choses de cette manière. Et par ailleurs, on était même dans une sortie de la réalité, puisqu'il ne s'agissait même pas, d'ailleurs, dans son intervention, si je me souviens bien, il ne s'agissait même pas de lutter pour faire en sorte que ces violences diminuent, mais simplement pour qu'on les qualifie différemment. Donc c'est une sorte de police du langage, vous voyez, donc c'est complètement idéologique, on est presque sorti de la réalité. Si on s'interroge vraiment sur le fond de l'affaire, c'est grave, c'est bien sûr que c'est très grave que des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints ou des hommes, mais est-ce qu'on rapporte ça à l'évolution, à la croissance de la population? Est-ce que réellement il y a un mécanisme significatif? D'ailleurs, je pose la question, je n'ai même pas la réponse, mais on accepte ça comme un fait d'évidence. Ça mériterait d'être creusé tout de même. Et deuxièmement, il faudrait comprendre les raisons et les racines de cette montée de la violence. Ça, c'est très important. Et en réalité, je pense qu'il faut ramener ça aussi à la montée des violences physiques contre les personnes. Ce ne sont pas seulement les femmes qui en payent davantage de prix, mais les hommes et les femmes et les enfants.
Et il y a une montée des violences dans notre société. Ça, c'est tout à fait exact. Hein. Mais idéologiser cette question et la genrer, ça me paraît une erreur. Et on rappellera que dans les meurtres conjugaux, en fait, dans 80% des cas, ce sont les femmes qui en sont les victimes, donc très majoritairement. Mais donc il y a aussi des cas où dans 20% des cas, ce sont les femmes qui tuent leur conjoint. Je vous donne des commentaires de nos internautes. Mandy qui dit oui, les médias en font trop parce que des tas de femmes meurent tous les jours sous les coups de leur mari sans qu'il y ait un tel impact médiatique. André nous dit tout se passe en clair, sans filtre à la télévision aujourd'hui, c'est triste. Et Marie-Claire qui dit les médias sont des vautours qui veulent vendre du sensationnel, quel qu'en soit le prix. Vous parliez de violence à l'instant, Guillaume Bigot. Autre manifestation de violence contemporaine, il y a eu hier de très graves